Et maintenant, cap sur l'Afrique australe, où un petit pays est en train de bouleverser tout un secteur mondial. Imaginez ceci, une nation discrète, forte de décennies d'extraction minière, décide soudainement de dire stop. Stop à l'image d'un simple gisement à ciel ouvert. Stop à un système qui lui échappe. Et si cette décision suffisait à secouer l'industrie mondiale du diamant? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Botswana, deuxième producteur mondial de diamants. Ce pays redéfinit les règles du jeu et les ondes de choc se propagent de la City de Londres aux ateliers de taille de Mumbai. Mais ce qui est en jeu dépasse largement les diamants. Il s'agit d'un basculement fondamental dans la manière dont l'Afrique entend désormais gérer sa richesse. Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord saisir à quel point le Botswana dépend de cette pierre précieuse. Les diamants représentent près de 30% de l'économie nationale et plus de 80% des revenus à l'exportation. Pour un pays de seulement 2,5 millions d'habitants, ce n'est pas une simple industrie, c'est le cœur battant de l'économie. Pendant plus de 50 ans, le modèle était simple. Le Botswana extrayait des diamants bruts dans des mines comme Jwaneng ou Orapa, les emballait rapidement et les expédiait. Ces pierres prenaient ensuite la direction de l'Inde ou de la Belgique, où la véritable valeur leur était ajoutée. Le Botswana, lui, ne touchait qu'une fraction de la richesse qu'il avait lui-même extraite. Mais voilà ce qui arrive quand on mise tout sur une seule ressource. Quand le marché bascule, c'est tout le pays qui vacille. Et c'est précisément ce qui s'est produit. La demande mondiale de diamants naturels s'est effondrée. En cause, la montée des alternatives synthétiques et une génération plus soucieuse de durabilité que de prestige. Pourquoi payer plus cher pour une pierre de mine quand l'équivalent de laboratoire coûte bien moins? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les prix ont chuté de plus de 40% en seulement 18 mois. Résultat, les recettes à l'export plongent, les hôpitaux reportent l'achat de matériel, les écoles gèlent les embauches et les projets d'infrastructure s'arrêtent net. C'est dans ce contexte qu'un homme entre en scène, le président Duma Boko, élu en novembre 2024 avec une vision radicalement différente. Contrairement à ses prédécesseurs, il rejette le modèle hérité. Face aux chiffres, il pose une question simple. Pourquoi le Botswana devrait-il se contenter de fournir les pierres quand il peut en créer la valeur? Boko n'a pas perdu de temps avec des demi-mesures. Il a immédiatement lancé une renégociation des accords avec De Beers, le géant qui domine le secteur depuis des décennies. Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'obtenir de meilleures conditions. Le Botswana exige un changement de paradigme, traiter une part croissante des diamants sur son propre sol avant de les exporter. Lors de rencontres internationales, le président a été clair. Le Botswana refuse désormais d'être considéré comme une simple source de matières premières. Son message, limpide mais révolutionnaire. Si vous voulez nos diamants, alors investissez ici, créez de l'emploi local et partagez la chaîne de valeur. Ce n'est pas seulement une politique économique, c'est un acte de souveraineté. Trop longtemps, les nations africaines ont vu leurs ressources partir à l'état brut, pour ensuite racheter les produits finis à prix d'or. Boko veut mettre fin à ce cycle. Mais changer la donne est une chose. Transformer une économie, c'en est une autre. Le gouvernement de Boko a donc élaboré une stratégie complète. Elle s'appuie sur un concept central, la diversification économique par la valorisation locale. Plutôt que d'exporter des pierres brutes, le Botswana veut désormais tailler, polir et même concevoir ses bijoux sur place. Cela exige des infrastructures, des formations, des chaînes logistiques pour rivaliser avec des géants comme l'Inde ou la Belgique. Les premiers chantiers sont déjà lancés à Gaborone et près des sites miniers. Pas de simples centres de tri, non. De véritables complexes high-tech capables d'assurer toutes les étapes du traitement, de la taille à l'emballage, en passant par la certification. Mais l'investissement va plus loin. Le gouvernement mise massivement sur l'éducation et les compétences. Il collabore avec des écoles techniques internationales pour former les futurs experts du diamant. À cela s'ajoutent des incitations fiscales pour les entreprises prêtes à installer leurs opérations de traitement au Botswana. Le message est clair. Si vous voulez faire affaire avec nous, ce sera ici, chez nous. C'est un revirement total par rapport aux anciennes politiques africaines qui consistaient à brader l'accès aux ressources. Le Botswana, lui, exige désormais que l'investissement profite à son peuple. Et la réaction internationale ne s'est pas fait attendre. De Beers a d'abord résisté, arguant que le système actuel était efficace et rentable. Mais face à la fermeté de Gaborone, il a fallu revoir la copie. En Inde comme en Belgique, l'inquiétude monte. Car si le Botswana réussit, d'autres pays africains risquent de suivre. Et cela, ce serait un véritable séisme pour les centres mondiaux de traitement.
Certaines entreprises ont déjà commencé à s'adapter. Plutôt que de se battre contre les nouvelles règles, elles envisagent de déplacer leurs opérations sur place. Accéder au diamant botswanais en vaut bien l'investissement. Cela dit, les défis sont immenses. Construire une industrie de classe mondiale demande du temps, des capitaux et des compétences. Les critiques s'inquiètent. Et si le Botswana devenait trop cher face à ses concurrents? Et si la demande mondiale continuait de chuter? Mais pour l'administration Boko, l'enjeu est ailleurs. Même dans un marché réduit, mieux vaut capter une plus grande part de la valeur que se contenter des miettes d'un gâteau plus large. Ce qui rend l'expérience botswanaise si marquante, c'est son potentiel d'inspiration continentale. La RDC, riche en cobalt et en cuivre, observe. La Namibie, qui possède aussi des diamants, s'interroge. Et l'Union africaine examine déjà le modèle botswanais comme base potentielle d'une politique continentale des ressources. Car oui, une idée est en train de germer. L'Afrique ne veut plus être un simple fournisseur de matières premières. Elle veut maîtriser sa chaîne de valeur. Si le Botswana réussit, cela pourrait redéfinir la trajectoire économique de tout un continent. Et si ce petit pays enclavé peut tenir tête à des géants mondiaux, alors pourquoi pas des nations plus vastes, plus riches, plus diversifiées? La révolution du diamant botswanais ne fait que commencer. Mais son message est limpide. L'Afrique peut reprendre le contrôle de sa richesse. Cela demandera des efforts, des sacrifices, du temps. Mais si le Botswana réussit, il ne changera pas seulement son destin. Il pourrait offrir à l'Afrique une feuille de route pour l'indépendance économique. La vraie question n'est plus: l'Afrique a-t-elle les ressources pour être riche? On le sait déjà. La question c'est: aura-t-elle le courage de garder cette richesse chez elle? Le Botswana a fait son choix. Et désormais, c'est toute l'Afrique et le reste du monde qui observent où ce chemin va la mener.